Bienvenue à ce balado, un autre regard sur la différence présenté par l'Académie des arts Trouve ta voix et financé, oui, parce qu'on a besoin de financement, par la Fondation Sandra et Alain Bouchard. Merci Sandra, merci Alain, bravo pour ce que vous faites. Et aujourd'hui, la thématique, c'est relations et différences, parce que les relations interpersonnelles avec des personnes neurodivergentes, c'est pas toujours simple. Et vous allez avoir un bel exemple dans ce balado avec mes deux invités. Notre participant de l'Académie, William Barbe, a eu des petites péripéties dans ce balado-là, mais on a su, disons, s'adapter, comme on le fait souvent avec les personnes différentes. Et on s'est tous adaptés, l'équipe s'est adaptée. Ça a été fantastique, en fin de compte. On a parlé de ses relations avec sa sœur, sa mère, sa blonde, et on était accompagné de la psychothérapeute et sexologue Marie-Ève Landreville, qui est venue aussi, disons, tisser des liens dans ce désordre agréable qu'on a vécu. Il y a eu un transport adapté, inopiné, qui est arrivé pour chercher notre beau William. Bref, vous cherchiez un balado différent? Vous l'avez. Mon nom est Mathieu Gratton et je vous souhaite une bonne écoute. On parle de relations et de différences. Les deux ensemble. Et comme d'habitude, j'ai des beaux invités. On a notre participant de l'Académie Trouve ta voix, oui. William Barbe. Salut, William. Salut. Puis je suis aussi chanteur, mais je vais en revenir un petit peu plus tard. Tu vas-tu nous chanter quelque chose plus tard? Peut-être. Si j'insiste? Bien sûr. OK. Je vais peut-être... Là, tu m'as ouvert la porte grande comme ça. Ça se peut que j'insiste. On va parler de toi dans quelques instants. Je vais accueillir Marie-Ève Landreville, oui. Sexologue, psychothérapeute. On va avoir une belle discussion ensemble aujourd'hui sur cette thématique-là justement de relations interpersonnelles avec des personnes neurodivergentes. Mais pour commencer, William, parle-nous un petit peu de toi parce que, bon, là, on le sait que tu es chanteur. Ben oui. Tu viens de nous voler le scoop, là, je voulais le dire, mais là, tu as pris ta place, comme on dit. Parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu, William Barbe? Ben moi, je m'appelle William Barbe, j'ai 22 ans. Puis moi, mon handicap, c'est la paralysie cérébrale. Je suis pas capable de marcher. Puis j'ai des diagnostics, c'est-à-dire je suis autiste Asperger et je suis TDA. Et j'ai un léger TDAH. OK. Ça, c'est ton diagnostic. Ouais. Mais c'est pas la personne que t'es. C'est la différence entre un diagnostic puis t'es qui, William? C'est t'es qui, William, dans la vie? Parce que là tu me dressais un beau portrait, une belle, je dirais bien, une belle salade de fruits de diagnostic. Oui. Puis tantôt, tu nous en parleras plus de tout ça, parce que ça te définit aussi quelque part, mais parle-nous de t'es qui? C'est quoi ton parcours, William? Parce que là, tu t'es retrouvé à l'Académie Trouve ta voix, mais avant ça, il s'est passé quelque chose dans ta vie, dans le sens que t'as 22 ans d'existence. T'es quel genre de gars, toi? Ben moi, tu vois, je suis le genre de gars que, oui, qui est différent, mais tu sais, puis qui est en chaise roulante. Puis moi, ben, j'adore beaucoup tout ce qui est hors de la scène. Puis j'adore beaucoup m'amuser avec ma famille puis tout, là. J'aime beaucoup les personnes qui sont alentour de moi. Qu'est-ce qui t'a amené à l'Académie Trouve ta voix? T'as-tu trouvé ta voix à l'Académie ou t'avais trouvé ta voix avant? Y a-tu quelque chose qui t'a attiré dans le milieu des arts? Puis c'est arrivé comme un cadeau dans ta vie d'être un participant à l'Académie? Ouais, ben disons que ça fait de boule de neige parce que moi, dans le fond, je voulais devenir chanteur depuis que je suis petit. Puis j'avais pas de grandes portes vraiment ouvertes à ce moment-là. Fait que là, j'ai dit à ma mère, il existerait-tu de quoi, une porte de sortie, quelque chose pour que je puisse exploiter mon talent? Tu sais? Puis là, elle dit, ben, moi, je te verrais dans une chorale, tu sais, dans ton école, tu sais, avec des personnes différentes comme toi, tu sais. J'ai dit... T'as dit OK, ouais, non. Mais t'as-tu dit OK parce que ta mère, elle t'a trouvé l'Académie? Elle t'a-tu trouvé elle-même l'Académie ou ça a commencé avant, dans le fond, à l'école? Ça a-tu commencé à l'école? Oui, ça a commencé le fait que j'ai commencé dans une chorale à mon école. C'est ça que je veux dire. Bien, on est rendu là. Fait que là, t'es dans une chorale à l'école. T'es embarqué là-dedans, toi.
Oui, avant, quand j'étais plus jeune. OK. Quel âge à peu près te rappelles-tu quand tu as commencé vraiment à avoir la chance de pouvoir chanter? Mais tu chantais peut-être chez vous avant. Ouais. Tu faisais ça tout seul. Oui, puis ma mère me commençait à me filmer à mon plus jeune âge. Là. À te filmer? Oui. On peut-tu voir ça sur YouTube? Euh, j'ai... avant mes 18 ans, j'ai fait une performance qui est Let It Be, hommage aux Beatles, sur la chaîne Geneviève Daou. À ma mère, on pourrait aller voir ça sur YouTube, là, ouais. Ouais. OK, c'est disponible. Fait que ta mère, déjà, quand elle a su que tu avais un intérêt pour les arts, ta mère a commencé à faire des archives. Puis elle s'est dit, tiens, on va garder des souvenirs de tout ça. Mm. Puis comment ça s'est passé, la chorale, quand tu as commencé avec, j'imagine, vous étiez plusieurs? Ouais, on était quand même peut-être quoi, 10, 15? Je m'en souviens plus. Aimais-tu mieux ça que chanter tout seul chez vous, mettons? J'aimais mieux ça parce que, tu sais, je voulais envoyer au public un message, tu sais, je voulais leur transférer nos émotions en tant que personnes différentes. Tu sais, soit qui est en chaise roulante ou à marchette, whatever. Puis, tu sais, je voulais vraiment comme prouver au public que même si t'es handicapé, oui, ça mène un frein, mais pas grave, fonce pareil, puis montre aux gens de quoi t'es capable. Ça, c'est bon, ça. Foncer, les yeux fermés, peu Mhm. importe le jugement, puis Ouais. puis tu l'as fait. Ouais. Marie-Ève, on va parler de ton parcours dans quelques instants qui est long comme le bras de quelqu'un qui a un très long bras. Tu vas nous raconter ça, mais j'étais juste curieux avant d'entendre William sur ta différence dans ta vie. Oui. Comment ça t'a ça a dressé ton chemin? Est-ce que tu as eu des embûches? Par exemple, tu sais, l'école, c'est une grande partie de nos vies, surtout, surtout la vie de Marie-Ève, qui a 12 diplômes. Mais dans ton cas, est-ce que tu as terminé ton secondaire Oui, j'ai fini mon secondaire au régulier ou dans des classes adaptées? dans des classes à adapter, ouais. OK. Puis comment ça s'est passé au secondaire, le fait que tu aies une différence? Comment tu t'es senti là-dedans? Est-ce que tu t'es senti accepté? Raconte-nous un petit peu ton parcours scolaire. Est-ce que tu étais dans une classe adaptée dès le début? Ouais. Puis je te dirais que début secondaire, disons, j'ai pas eu un très beau début au secondaire, mais ça, c'est bien fini par contre. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as pas eu un beau début? Tu parles-tu de tes notes ou de comment tu te sentais? Disons, c'est plus vers... Je vais en venir sur un sujet, c'est l'intimidation. Je me suis fait intimider. À cause de ta différence. Ouais. Les gens, ils disaient des commentaires. Ben, c'est plus une grande personne de 20 ans que, tu sais, je dirais pas vraiment son nom, là. Non, on va pas dire de nom, mais Mais- on peut dire qu'elle a Bref. pas fait de bien, mettons. Cette personne-là, elle a eu des propos menaçants envers moi. Fait que, ouais. C'est venu teinter un peu ton expérience scolaire, ça. Ça devait pas être super agréable. Non. Comment tu t'es senti par rapport à ça? C'est-tu quelque chose qui t'a découragé? C'est sûr que oui, puis tu sais, ça m'a blessé un moment, tu sais. Tu sais, vous pas, ça te blesse toujours un moment, mais un moment donné, tu finis par dire oui, OK, ça m'a blessé, c'était pas le fun, mais là, on passe à autre chose, là. Tu sais? Je veux dire, oui, ben, beau que tu as eu des blessures, mais à un moment donné, faut que tu te relèves puis que tu te dises, gars, moi, je me laisserai pas faire, puis tu sais, c'est. Tu sais? Tu t'es pas laissé faire, puis tu t'es créé un autre cercle, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, on parle de relations, fait que tu vas nous raconter un petit peu tantôt qui compose ton entourage. Tu as fait des choix dans ta vie. Il y a du monde que tu as gardé autour de toi. Ouais. Puis il y a d'autres mondes que tu préfères pas avoir, mettons. Ben, surtout ceux qui sont pas fins, c'est sûr qu'on les garde pas. On les garde pas. Bien, il y en a qui les gardent, puis trop longtemps. Puis, Marie-Ève, c'est pas toujours facile, les relations. Tu as un parcours impressionnant. Moi, je te lève mon chapeau. Ben, merci. Ben, tu sais, je l'ai parlé tantôt, sexologue, psychothérapeute. Déjà, tu as les 2 titres. Ouais. Depuis quelques années déjà. Oui, depuis quelques années. Là, depuis, ben, dans le fond, je suis sexologue depuis 2008. Le titre de psychothérapeute, c'est venu là, avec la loi là, qui s'est installée en 2012. Fait que j'ai le titre aussi.
Mais à la base, j'étais éducatrice spécialisée. Puis c'est ce travail-là qui m'a amenée à travailler avec les personnes différentes. Puis que ça a fait que, bien, graduellement, je me suis spécialisée au niveau de la déficience intellectuelle et au niveau de l'autisme. Et aujourd'hui, bien, je travaille pas exclusivement avec cette clientèle-là, mais en grande partie, là, c'est ma clientèle que je desserre aujourd'hui là, en bureau privé. Qu'est-ce qui t'a attiré quand tu as fait ton choix de carrière il y a déjà plusieurs années? C'était-tu ton premier choix? C'était-tu ça que tu souhaitais faire dès ton premier choix à l'école? La vie a placé ça un peu sur mon chemin. En fait, quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai travaillé dans un camp de jour qui avait pour mission d'aider l'enfance fragile. Donc, j'ai été monitrice pendant quelques étés. Je suis ensuite devenue la directrice du camp de jour. J'ai travaillé là pendant 8 ans. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai poursuivi mes études en éducation spécialisée. Tu avais le goût de travailler avec des jeunes? Bien, avec des enfants, avec des ados. Aujourd'hui, je travaille aussi avec les adultes. Mais c'était, dans le fond, c'est beaucoup les personnes marginalisées. Mhm. Les personnes qui sont souvent laissées pour compte, qui sont oubliées, qui sont délaissées ou qui sont plus vulnérables. Fait que la vie m'a amenée là, dans le fond. Là, c'était mon premier emploi. Mais tu as fait ce choix-là. Tu dis Oui, la vie oui, t'a oui. amené là, mais tu avais d'autres choix. Tu aurais pu être enseignante en français. Oui. Tu as choisi cette clientèle-là. Bien, parce que j'ai aimé ça. J'ai eu T'as un aimé coup de ça. cœur. C'est ça qui a dirigé mes études par après. Puis j'avais envie... tu sais, je voulais être psychologue ou thérapeute. Dans le fond, c'est ce que je voulais faire. Puis avec mon expérience qui s'est accumulée, bien, disons que ça s'est dressé tranquillement vers ce profil-là où je travaille presque exclusivement avec ces personnes-là qui sont peu desservies par, je vais dire, la population de professionnels. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se spécialisent avec les personnes autistes ou avec les personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, moi, j'ai choisi Au niveau de la vraiment... sexologie, tu veux dire? Oui, au niveau de la sexologie, mais même au niveau de la psychologie, on n'est pas beaucoup à pratiquer dans ce champ d'expertise-là. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que il y a une rareté de professionnels. Donc, il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas répondues. Ça laisse beaucoup de gens dans l'attente. C'est ce qui est un peu triste parce que les besoins sont là aussi de parler de relations, de parler de sexualité, d'avoir une vie épanouie. C'est pas parce que les gens ont une différence que ce besoin-là n'est pas là ou qu'ils n'ont pas des fois besoin d'être accompagnés ou d'avoir du soutien ou de l'aide à ce niveau-là. Mais s'il y en a aussi peu, puis je sais pas, toi, William, as-tu déjà eu affaire avec des... ben là, vous connaissez, mais tu as déjà eu affaire avec une sexologue, avec une psychothérapeute? Écoute, dans le temps que j'étais à l'école, oui. C'est un service que tu aimais? C'est-tu une façon pour toi de pouvoir t'exprimer avec quelqu'un de confiance? Ben moi, c'est plus ce que je voulais apprendre, c'était tu sais, les relations sexuelles, comment que ça marchait, puis tout, tu sais. À l'école, quand que j'étais plus jeune ado, là, quand que j'étais comme en première année secondaire, tu sais, je voulais apprendre, tu sais, comment que ça marchait en étant différent, tu sais, parce que souvent, tu sais, des personnes normales veulent le faire, puis tu sais, c'est OK, mais nous autres, tu sais, je voulais savoir comment, tu sais, que ça pourrait marcher. Comment ça pourrait marcher? Ben, on va t'en parler tantôt parce que Ouais. tu as quand même beaucoup de gens dans ton entourage. Puis Marie-Ève, dans le fond, s'il y a peu de services comme ça, c'est-tu parce que c'est une clientèle qu'on a la tendance, pas à laisser pour compte, mais qui peut être plus difficile au niveau au niveau professionnel, justement, d'avoir à dealer avec des gens qui... La communication n'est pas toujours évidente, les problématiques sont différentes, les outils sont plus peut-être pointus et précis, peut-être que ça limite un petit peu la pratique. C'est quoi la raison pourquoi il y en a aussi peu qui s'intéressent à cette clientèle-là qui a des grands besoins? Bien, je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de services quand même qui sont offerts par nos C3S, tout ça, mais quand on parle, par exemple, d'un service en sexologie, un service en psychothérapie, bien, on n'est pas formé pour ça, dans le sens que c'est pas des notions qu'on va voir à l'école. Donc, ça s'apprend avec l'expérience.
bon, oui, des fois, il y a des professionnels qui vont offrir un peu des fois des coachings, des supervisions, des formations sur ça, mais c'est beaucoup dans notre bagage d'expérience qu'on apprend, qu'on crée des choses. C'est pas plus difficile, c'est même parfois plus facile. Donc, Mais ton bagage d'éducatrice spécialisée, il y a un lien direct. Les gens qui n'ont pas suivi le même parcours que toi, comment devenir sexologue pour des personnes qui ont une différence, j'imagine qu'il manque un petit bout du casse-tête pour pouvoir être 100% efficace. Là. Oui, c'est sûr que mon bagage, puis le fait que j'ai travaillé 21 ans dans le réseau de la santé. Tu as commencé donc à 8 ans. J'ai commencé à 17 ans. C'était l'avantage d'étudier en éducation spécialisée, c'est que quand on avait complété notre première année d'études, à ce moment-là, on pouvait être comme, entre guillemets, là, comme assistant éducateur spécialisé. Donc, moi, j'ai commencé à 17 ans à travailler dans le réseau de la santé, à me forger une expertise, à avoir un bagage, de l'expérience. Et pas mal partout où je suis allée, j'ai toujours travaillé soit avec de la déficience intellectuelle, soit avec de l'autisme. Pratiquement toujours. J'ai fait un grand bout en santé mentale, mais avec la comorbidité. Ce qui fait que j'ai vraiment bien garni mon coffre à outils parce que il n'y a pas de cours à l'université qui va nous dire comment on fait de la thérapie, par exemple, avec une personne qui a une déficience intellectuelle ou avec une personne autiste. On utilise les outils qu'on a développés avec nos connaissances qu'on a eues pour faire de la thérapie, je vais dire, avec monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et là, on met ça ensemble, puis on se débrouille. On se crée quelque chose de différent. Puis en même temps, quand tu travailles en santé mentale, je veux dire, ça exclut pas cette clientèle-là qui ont une neurodivergence. Pas du tout. Ils peuvent autant avoir une maladie, avoir des problèmes de santé mentale. Tout à fait. Tu as un bagage incroyable. Merci. C'est fascinant. William, je sais que tu as le goût de parler de relations parce qu'il y a bien du monde dans ta vie, hein, toi? Oui. Il y a du monde, là. Écoute, premièrement, tu habites chez tes parents? Ouais. Ben là, tu vois, moi, j'ai été souvent avec ma mère toute ma vie. Puis mon vrai papa, j'ai eu des relations, une relation avec lui à distance, un peu peut-être comme toi avec Benjamin. Je sais pas si ça te suit dans ce genre de relation-là. Ben moi, j'étais beaucoup avec Benjamin parce que là, tu es rendu animateur du balado, puis c'est bien correct. Moi, je vais te répondre avec grand plaisir pour voir si on peut se ressembler à quelque part. Mais moi, j'ai eu une relation très, très étroite avec Benjamin. Encore aujourd'hui, là, on est très, très proches. Toi, si je peux me permettre la question, ça n'a pas été le cas nécessairement avec ton père. C'est que, oui, on a une relation père-fils, mais de très loin, je dois te dire. De très loin. Ouais. Marie-Ève, tu sais, je veux pas lancer de pierre à personne, mais j'ai l'impression des fois, dans les gens que je rencontre, j'ai connu beaucoup de femmes célibataires avec des enfants et de rencontrer beaucoup de mères célibataires qui avaient des enfants neuro-atypiques, que le papa, il a sacré son camp. C'est-tu c'est un mythe? C'est-tu faux, ça, qu'il y en a que ça... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont peur du diagnostic de leur enfant, ce qui fait que la relation père-fille ou père-fils différente est... C'est encore vrai? J'ai pas de statistiques. Je pourrais pas dire avec certitude. Je sais que, tu sais, moi, peu importe la clientèle, il y a un taux de séparation qui est quand même important. Moi, je dirais que j'ai beaucoup de ma clientèle que leurs parents sont séparés, que ce soit ados, jeunes adultes ou même adultes. Tu sais, quand on parle de leur histoire, il y en a beaucoup que les parents sont séparés. Est-ce que c'est à cause du diagnostic? Je sais pas. Est-ce que c'est un facteur qui influence? Fort probablement, parce que... Pardon. Parce que veut pas... tu sais, ce qu'on sait dans ce qui va être un stresseur pour un couple... déjà, un enfant... Un enfant, c'est un... J'ai un bébé de 2 ans, là, puis j'ai un grand de 23 ans. Fait que, si vous calculez vite, je fais un enfant à chaque 21 ans. Je sais pas ce que je vais avoir l'air pour le 3e, mais un enfant, c'est déjà stressant. Mais voilà. Mais il y en a qui quittent dès le diagnostic. Il y a des couples qui vont se séparer
d'épuisement, je dirais, parce ils se sont oubliés, Oui. parce qu'ils ont tout donné Oui. à leurs enfants. Puis dans certains cas, c'est juste dès qu'on apprend un diagnostic, il y a des gens pour qui ils sont pas faits. Puis, tu sais, pour ça, je dis, je lance pas la pierre. Il y a du monde qui Oui. sont pas faits pour aider ou pour être un aidant naturel, quelque part. Ça se peut-tu, Oui, ça? parce que ça demeure que c'est un ajustement pour le parent. Ce sont des relations qui deviennent différentes parce qu'on est en contexte où le cerveau de l'autre ne fonctionne pas comme notre cerveau. Ce qui fait en sorte que autant ça peut être difficile pour la personne qui a une déficience intellectuelle ou la personne autiste de comprendre son parent, autant ça peut être difficile pour le parent parce que là, on se retrouve devant une notion qui est abstraite, qui n'est pas connue. Le parent, il n'est pas formé. Le parent, il n'a pas le bagage non plus. Donc, si, par exemple, le couple était déjà fragile, bien, ça se peut que cet élément-là soit la goutte qui fait déborder le vase, puis il y a séparation. Fait que c'est quelque chose qui peut être fréquent. Moi, ce que je vois beaucoup dans les relations, par exemple, ce que mes clients vont me rapporter, c'est souvent qu'ils ont plus de facilité à communiquer avec un des deux parents. Il y a un des deux parents, par exemple, qui va être plus au fait de l'autisme, qui va s'être renseigné davantage. Un parent, des fois, qui peut être dans le déni du diagnostic. Qui accepte pas Qui accepte pas ou qui veut pas voir cette différence-là. Donc, des fois, ça rend les relations difficiles. Des fois, ça a un impact sur la fratrie. Fait que c'est comme un amalgame qui est assez complexe quand on parle de relations. C'est un noyau, c'est un système, autant la famille, autant quand il y a d'autres, comme une copine qui se joint dans ce noyau-là. Ça vient faire beaucoup d'interactions possibles et beaucoup de différences. Ouais. C'est ça, s'adapter aussi, hein, Marie-Ève et Exactement. William? C'est que là, on s'est rendu compte, là, la tourne n'est même pas finie, elle roule encore. Ba, 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 ba. Fait que là, notre petit William que j'avais rencontré, on l'a ramené. Les écouteurs, ça te fatiguait un petit peu. On était trop dans une bulle, tout le monde. Je pense que tout bien, hein? Ouais. Je pense que, tu sais, là, on est mieux, honnêtement. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Fait qu'on continue notre super discussion avec notre William qui est réveillé. Ben oui. Par exemple, c'est ça. Parce que là, je t'ai rendu à parler, comme la thématique d'aujourd'hui, c'est les relations, la différence. T'as un bel entourage, toi, William. T'as une petite sœur. Ben oui. Parle-moi donc de ta petite sœur. Ben oui. Quel âge qu'elle a, puis parle-moi d'elle un petit peu. Ben, c'est sûr que en dehors de mon rôle d'artiste, je suis grand frère aussi, et effectivement. Puis oui, ma petite sœur s'appelle Léna, puis elle a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Puis toi, t'as 20... J'ai 22 ans. Fait qu'elle a 18 ans de différence avec toi. OK. Oui. Puis, vas-y donc. Oui, parle-moi d'elle un petit peu. Et comment? 4 ans et demi, elle a une personnalité, là. Oui. Puis c'est vraiment une gentille fille avec une belle personnalité puis une belle dynamique. Puis, ouais, elle est très drôle, elle est très taquinante. Elle me taquine beaucoup, puis elle m'aime beaucoup. Ça apparaît, elle fait beaucoup de choses avec moi. Même quand moi, ça me tente pas, je le fais pareil, vu que je sais que j'ai un rôle. T'as un rôle de grand frère. Mhm. Ouais. Comment t'as pris ça, toi, quand t'avais à peu près 17-18 ans, de voir apparaître dans ta vie, tout d'un coup, c'est-tu ta seule sœur, frère et sœur? Oui. Oui. Là, t'étais habitué d'être tout seul, là, d'avoir toute l'attention. William, t'as l'attention, tout le monde est après toi. Mhm. Vas-y, William, chante-nous une chanson. Là, tout d'un coup, il arrive ta petite sœur. Comment, toi, t'as réagi à ça? T'en rappelles-tu, premièrement? Ouais, puis écoute, j'avais à peu près peut-être quoi, 17-18 ans, justement, puis c'est sûr que du jour au lendemain, paf, tu sais, je veux dire, ça a fait un peu de quoi, puis oui, j'ai été jaloux un peu. Puis avec raison un peu, tu sais, c'est des réactions qui sont normales, Certainement. tu sais. Fait que c'est normal que j'ai eu ces réactions-là un bout de temps. Puis là, un moment donné, ma mère m'a dit, ben, plus vieux un peu, tu sais, elle m'a dit, ben là, je pense qu'il est temps que tu crées des liens avec ta petite sœur, là. Fait que là, j'ai dit, ouais, t'as raison, c'est parce que j'avais complètement oublié que j'étais grand frère, là. Parce que j'étais enfermé dans ma chambre, puis tout, tu sais, puis... Oh, toi, tu faisais des affaires de jeune adulte, adolescent, dans ta chambre. Ouais. Il arrive un bébé. C'est sûr que, tu sais, même moi, mon bébé puis mon grand Benjamin, en ce moment, là, il n'y a pas une grande relation. Il y a 2 ans. Fait que ça devait être la même chose avec ta petite sœur qui savait pas non plus qu'elle avait un grand frère encore tant que ça, là. Ouais. Puis comment tu trouves ça, être grand frère?
C'est-tu une responsabilité de plus pour toi? C'est-tu un travail ou ça s'est fait progressivement, puis là, ça va juste aller en grandissant, cette relation-là? Écoute, tu sais, c'est sûr que c'est une responsabilité de plus, mais tu sais, ça met pas de poids tant que ça. Pas tant, je te dirais. Mais je suis content, pareil, de l'avoir, ma petite soeur. Puis dans 15-20 ans, cette relation-là, ben là, tu vois, on a une Léna qui est petite encore, puis moi qui est grand frère. Fait que là, éventuellement, on verrait peut-être une Léna plus grande adulte. Et là, ben moi, en plus d'un grand frère, je serais peut-être éventuellement mon oncle. Là, tu as des projets pour ta sœur qui a 4 ans, là. Tu vois déjà le futur, là. Tu te vois déjà mon oncle. Ouais, mais je vais pas trop en parler parce que c'est pas tout de suite. Pas de suite, Ah. Puis le fait, ta différence, là, dans ta relation avec ta sœur, Oui. est-ce que tu la sens ou si c'est comme si de rien n'était? C'est-à-dire que tu marches pas, tu es en fauteuil roulant. Ouais. Elle doit avoir de l'énergie à brûler, pas à peu près, elle doit courir partout. À 4 ans, en tout cas, à 4 ans, je me rappelle pas que j'avais l'air à 4 ans, mais je devais déplacer de l'air. Est-ce que tu sens que ta différence est un obstacle à votre relation ou pas pantoute? Tu es capable de t'adapter? Écoute, c'est sûr qu'elle se disait pas mal des questions, tu sais, puis... Mais tu sais, je pense qu'elle s'en est pas posée tant que ça parce qu'elle a vu tout de suite, à cause de mon fauteuil, que j'étais différent, tu sais. Elle a vu, elle a dit, « Hein, il est pas comme tous les autres, lui, dans la famille, là. » Tu sais, fait que c'était facile de voir ça tout de suite, que j'étais différent, tu sais. Puis comment un gars de 22 ans, avec une petite fille de 4 ans, comment que as-tu déjà expliqué ta différence ou est-ce qu'elle est trop jeune encore pour te poser des questions sur ta différence? Ben, j'ai dit, moi, j'ai la paralysie cérébrale. J'ai dit, je suis pas capable de marcher. J'ai dit, puis elle le sait. Pour elle, ça a toujours été comme ça. Elle le voit là tout de suite. Elle va tout de suite, ça changera pas. Ouais. Puis elle t'a connu comme ça. Ouais. Puis j'ai dit que j'ai un TDAH aussi léger. Puis là, tu sais, j'ai expliqué, mais je pense qu'elle est encore trop petite pour comprendre Elle un est petite, peu. elle est petite. Puis là, j'ai expliqué que j'avais un TSA, mais tu sais, c'est parce que je savais pas trop comment aborder le sujet du TSA, qui est une autre affaire. C'est pas le temps, je pense. Il faut que tu la laisses grandir. Mais Marie-Ève, justement, tu sais, un grand William puis une petite fille de 4 ans, à quel moment la relation doit être développée? Tu sais, est-ce qu'on la laisse se développer à ce rythme-là? Y a-t-il des choses disons, à introduire plus rapidement? Ou, Ben, je pense que, tu sais, comme William l'a dit, tu sais, au début, il y a peut-être la période un peu de choc qui était normale aussi. Hein. Tu as été, c'est ça, 17 ans enfant unique. Fait que ça, c'est normal. le party est fini, comme on dit. C'est ça, exact. Mais, tu sais, je pense que d'être en contact, d'être en interaction, quand les interactions sont positives, tu sais, toi, tu as une belle relation avec ta sœur, vous vous amusez. Ouais. Elle te taquine, mais je pense que tu la taquines aussi pas mal quand même. Plus on est capable de permettre à cette relation-là de s'épanouir, bien, plus on fait en sorte que, tu sais, la différence, elle vient pas influencer cette relation-là parce que, justement, on vit une relation normale de frères et sœurs, mais bon, frère beaucoup plus vieux, avec une sœur beaucoup plus jeune, mais il y a un sens de normalité dans tout ça, puis de développer cette relation-là. Puis il y a plein de choses que tu peux partager avec ta petite sœur, Bien sûr. malgré la différence. Bien sûr. Puis Ben, je pense qu'ils peuvent s'apporter chacun quelque chose. Tout à fait. J'imagine qu'un gars comme William, avec sa différence, mais aussi sa personnalité, va aider à développer la bienveillance, peut-être déjà en bas âge de sa petite sœur. La bienveillance, puis tu sais, la résilience aussi. Tu sais, William, quand tu parlais tantôt, tu sais, de ton parcours à l'école secondaire qui a été difficile, bien, tu as persévéré. Puis ça, bien, c'est de la résilience, c'est la persévérance. C'est deux belles choses aussi qui montrent comme exemple à sa sœur. Tu sais, de t'épanouir aussi, de faire de la musique, du chant. Bien, tu lui montres que c'est correct d'être extraverti, de prendre sa place. C'est des belles choses que tu lui enseignes à ta sœur. Fait qu'il y a tout ça là-dedans aussi qui est beau dans cette relation-là, de dire, bien, vas-y, fonce. Hein, t'encourages ta petite sœur à foncer. Comme toi, dans le fond, tu as eu des adultes qui t'ont encouragé aussi à foncer. Fait que tu es un adulte significatif pour elle. C'est juste pour redire tout ça, au début, mon handicap, tu sais, de base, c'est vraiment la paralysie cérébrale. Les diagnostics, c'est autre chose. C'est complètement un handicap, mais à part dans ma tête. Tu sais, c'est... Ouais.
Puis, tu te sens-tu comme un modèle pour ta petite sœur? Parce que, comme disait Marie-Ève, je veux dire, elle te regarde aller, puis tu es impliqué dans plein d'affaires. Ouais. Tu chantes. Puis, si un jour elle est victime d'intimidation, elle va avoir un grand frère Ouais. pour, disons, pour l'aider à surmonter cette épreuve-là. Ouais. Est-ce que tu sens déjà que tu es comme un modèle? Ouais. Ouais? Tu sais, on fait des dessins ensemble, puis tout. Puis là, on chante même la chanson Différent comme toi de l'Académie des arts Trouve ta voix dans l'auto, là. Ouais. OK. Fait qu'elle est déjà... Elle connaît même toutes les tunes de l'album par cœur. L'album La vie est belle, donc, ouais. Puis comment tu vois le futur, mettons, de cette relation-là, là, quand... parce que, tu sais, ta sœur, elle va développer des qualités aussi, peut-être, pour prendre soin de toi. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, qu'elle pouvait peut-être un jour prendre soin de toi aussi avec ta différence? Ou si tu vas toujours sentir que c'est ton rôle, le grand frère, qui est le plus important, puis... Je m'étais dit, c'est sûr, tu sais, j'en ai parlé à maman, tu sais, puis ma mère a dit, ben, quand je serai plus là, ça va être, tu sais, c'est plus celle qui m'en a parlé, elle a dit, quand je serai plus là, ça va être ta soeur qui va prendre soin de toi, tu sais. Fait que c'est tellement beau à voir. Tu sais, c'est de génération en génération, je pense, puis ouais. Comment tu sens quand ta mère t'a dit quelque chose comme ça? Parce que c'est très touchant. Ta sœur, elle a juste 4 ans, mais déjà, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement être un outil pour toi, pour les choses que tu as de la difficulté à faire. Comme par exemple, est-ce que tu cuisines, William? Est-ce que tu es capable de... Mettons que tu es tout seul. Est-ce que tu es tout seul à la maison des fois? Non, je suis... Ma mère est maman monoparentale, puis je te dirais que maman à la maison. OK. À temps plein, elle s'occupe de toi, elle est là pour toi tout le temps? Ouais, puis c'est elle qui s'occupe de moi comme pour me laver, me coucher, ouais. Les repas aussi? Ouais. OK. C'est elle qui prépare les repas, puis ouais, c'est elle qui fait tout, dans le fond. Elle est là pour toi, tu as besoin d'elle? Oui, puis... Bien, je vais poser la question aux deux, parce que toi, tu as sûrement les réponses, puis William, tu as sûrement des exemples, mais avec la mère, la sœur, le père aussi, qu'est-ce qui peut être compliqué au niveau de la communication quand tu vis avec une personne qui a une différence? T'sais, moi, je vis avec mon gars autiste, je suis habitué. Ça m'a pris un temps d'adaptation avant de trouver la bonne façon de communiquer avec lui. Puis encore des fois, je te dirais, j'en échappe. T'sais, j'oublie que la patience est une qualité qui n'est pas gratuite, que tu ne trouves pas dans une boîte de céréales, qu'il y a des façons de rendre ça plus facile pour la compréhension ou pour avoir une coopération. Comment ça se construit? Puis c'est quoi les obstacles principaux dans le noyau familial? Parce que tout aussi, la communication avec les relations avec l'extérieur du noyau, mais dans la famille, on pense que c'est acquis qu'une mère, qu'un frère, qu'une sœur va bien fonctionner avec son frère différent. Mais c'est pas le cas tout le temps. Non, c'est pas toujours acquis. Souvent, tu sais, c'est beaucoup d'ajustements. Bon, par exemple, quand les parents reçoivent le diagnostic, je me souviens pas, William, à quel âge tu as eu ton diagnostic, toi? Moi, je l'ai eu, je pense, je te dirais, fin enfance, début adolescence. Début adolescence. Donc, tu sais, des fois, c'est quand le diagnostic arrive tôt, on est capable de se développer des stratégies comme parents tôt. Des fois, le diagnostic arrive tard. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai en consultation, par exemple, des jeunes adultes ou des adolescents que je soupçonne, tu sais, au niveau de l'autisme, que j'envoie se faire diagnostiquer. Et là, pour les parents, c'est souvent un choc parce que là, bien, la personne, elle a 17, 18, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Comment ça, je ne l'ai pas vu? Donc, il y a souvent une remise en question pour les parents. Et là, c'est de dire, mais faut ajuster notre communication, mais cette étape-là, elle est souvent difficile bien, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont habitués de parler d'une façon. Exactement. Et là, il faut aller travailler ça. Puis là, bien, moi, je travaille beaucoup avec les personnes sur l'affirmation de soi, sur, bien, maintenant que j'ai mon diagnostic, de reconnaître qu'est-ce qui appartient au diagnostic, qu'est-ce qui appartient à ma personnalité, comment je peux c'est le rôle présenter de qui? C'est-tu le parent, ça, qui fait cette distinction-là?
Bien, souvent, le parent, il est pas équipé pour faire cette distinction-là. Donc, moi, c'est beaucoup un travail que je vais faire avec ma clientèle qui vient de recevoir un diagnostic ou des fois, on a juste une hypothèse, puis les gens, des fois, n'ont pas les moyens d'aller chercher un diagnostic. Donc, on va essayer de départager qu'est-ce qui serait de l'autisme, comment ça se manifeste, comment ça impacte les relations, comment je peux nommer à mes parents que quand vous me parlez de telle façon ou quand vous faites telle chose, pour moi, c'est vécu un peu comme une agression ou c'est vécu comme je me sens dénigrée. Donc, on travaille beaucoup à ce qu'ils soient capables d'apporter ces choses-là dans le milieu familial. Bon, là, après ça, on reprend comment ça s'est passé. Mes parents n'ont rien compris. OK, comment tu avais formulé ça? OK, c'était pas exactement comme on en avait parlé. Donc là, on fait des ajustements parce que j'ai pas toujours l'occasion d'avoir la famille non plus qui vient en consultation. J'ai souvent juste une personne. Donc, c'est beaucoup d'ajustements sur s'affirmer, comprendre, comprendre le point de vue de l'autre, comprendre que le parent, il peut aussi avoir une réaction. Fait que c'est beaucoup, beaucoup dans l'ajustement, dans la subtilité. La personne doit mieux se connaître. C'est la première étape. La personne qui a une différence. Oui, c'est ça. Si elle se connaît mieux, ça devient beaucoup plus facile. Puis, tu sais, comme William, qui se connaît quand même bien, tu sais, t'as une belle introspection, puis t'as une belle communication aussi, je pense, avec les membres de ta famille. Bien sûr, bien sûr. Là, je veux savoir un peu, parce que là, William, t'as une blonde. Oui. OK? C'est pas évident, là, d'avoir une blonde quand on est différent. Il y a des choses à travailler. Mm-hmm. Il y a un processus de comment rencontrer, premièrement. Comment t'as rencontré ta blonde? C'est qui? Parle-nous un petit peu d'elle. Ma blonde, je l'ai rencontrée à l'école au secondaire, puis elle s'appelle Sarah. OK. Elle était dans ta classe? Ouais. OK. Comment ça s'est fait? Depuis qu'on est à ado. Tu la connaissais déjà? Ouais. Puis qui a fait les premiers pas? Je te dirais qu'au début, ça l'a été moi, mais j'hésitais un peu. Mais là, t'as foncé, finalement. Ouais. Quelques années plus tard, j'ai foncé. J'ai dit, bon, ben, tu sais, puis... mais je pense qu'on a fait le premier pas, toutes les deux. Tu sais, c'est venu tout seul, je te dirais, là. Puis, non, c'est sûr que c'est pas facile, mais étant handicapé comme moi, fait que, tu sais, on se comprend, tu sais. Vous avez une réalité similaire. Ouais. Vous arrivez à vous comprendre là-dessus. C'est comme quelque chose en commun. C'est plus souvent ça, des gens qui vont on a l'impression des fois que les personnes qui ont un handicap vont se matcher entre eux autres parce que le reste du monde est moins intéressé ou le reste du monde ne comprend pas cette réalité-là. Tu dirais quoi, Marie-Ève? Ou une autre affirmation peut-être plus sensée? Là? Oui, ça arrive dans les faits que, par exemple, on va voir deux personnes avec une déficience intellectuelle qui vont être en couple ensemble, des personnes autistes aussi. Qui vont se retrouver ensemble ou justement avec des handicaps qui sont physiques parce que par moment, ça vient simplifier les choses parce qu'effectivement, on se comprend, on est un peu dans le même bateau. Parfois, par contre, ça peut aussi complexifier les choses au niveau de la communication. Bien là, des fois, ça fait en sorte que c'est difficile pour moi, par exemple, de comprendre la perception de l'autre, puis c'est difficile pour l'autre de comprendre ma perception. Bien là, on peut ne pas se comprendre longtemps. Il peut y avoir cet enjeu-là, mais qu'on pourrait retrouver avec des personnes neurotypiques aussi, là, on va se le dire. Là. Oh, oui. Mais oui, c'est pas rare. Puis souvent, c'est ce qui est difficile. Par exemple, c'est moi, les personnes que je rencontre qui sont à la recherche de quelqu'un avec qui partager leur vie. Bien, sur les sites de rencontres, c'est pas évident. Ils se sentent vulnérables par rapport à leurs différences. Quand est-ce que je dévoile? Tu sais, je le fais au premier rendez-vous, je l'écris dans ma fiche. Tout un... Donc, c'est tout un débat de quand est-ce que je dévoile cette différence-là dans une relation. Et les personnes, souvent, veulent être dans l'honnêteté, la transparence. Donc, je veux pas cacher que, mais en même temps, je connais pas l'autre personne. Donc, c'est tout un processus... qui est pas évident de se dévoiler, puis à quel moment on le fait. Puis dans les relations, bien, il y a des moments aussi où on peut dévoiler des choses. Hein. Il y a des phases dans la relation. Puis, tu sais, toi, tu l'as vu avec ta copine, ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble. Puis, il y a des étapes. Puis, je pense que vous vous êtes même fiancés il y a pas longtemps. C'est ça, hein? Ouais. Félicitations, bravo, tabarouette. Merci. Ouais.
Ouais. Moi aussi, je suis On- fiancé, mais j'oublie tout le temps de mettre ma bague aux grandes dames de ma blonde. Puis là, tu es en couple depuis combien de temps, William? Je te dirais, ça va faire 4 ans, je pense, l'été prochain. Fait que, OK. ouais. Là, la question que, tu sais, que moi, je me pose, puis que bien du monde se pose, Oui. quand tu as un chum, une blonde, avez-vous, malgré votre... parce que tu en as parlé un petit peu tantôt, fait que tu avais une curiosité par rapport à ça, tu avais des questions par rapport à ça en thérapie, mais avez-vous une vie sexuelle, toi et ta copine? Parce que c'est compliqué quand même dans Non. ta situation. C'est une question trop personnelle pour toi, premièrement, parce que je veux pas aller dans une zone que tu n'as pas le goût d'aborder. C'est sûr que je vais te répondre non, puis aussi, je dis non parce que je me sens pas à l'aise justement d'en parler. C'est correct. Ouais. Ben, sais-tu quoi? Mhm. Moi, je trouve ça bien correct. Ouais. Puis t'as pas à répondre à la curiosité des gens. Non. Moi, je te souhaite juste d'être heureux dans cette relation-là. Puis comment ça se passe, la distance? Parce que je sais que tu n'habites pas dans la même ville que ta blonde. Puis que ça, des fois, ça peut être peut-être un petit peu problématique au niveau des émotions, ou tu vis bien avec ça? Comment vous communiquez ensemble? Téléphone, Internet? Par Messenger, puis OK. c'est sûr que c'est l'un des plus gros défis, c'est justement de se voir en personne. C'est dur, ça, hein? Ouais. Surtout qu'on sait que le transport adapté, pas toujours évident. D'ailleurs, tu vas nous quitter avant Non. Marie-Ève, tantôt. Ben oui. On va continuer un petit peu la discussion Oui, avec oui, Marie-Ève, mais tu vas devoir nous quitter parce que le maudit transport adapté, on peut-tu se dire qu'il est adapté, mais au niveau des horaires, Il et l'est Seigneur, pas. que ça vous contraint beaucoup. Comment tu te sens par rapport à ça? Puis ça va être la dernière question que je vais te poser. Puis on va continuer, on va se revoir pour d'autres choses parce que ton Ouais. transport adapté attend à la porte. Puis pour avoir été famille d'accueil, ça attend pas longtemps, tant que ça. Puis on leur en veut pas, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Est-ce que des fois, tu te sens moins libre? Justement, ça a rapport avec se déplacer pour aller voir ta copine. Au niveau du transport, c'est-tu quelque chose qui te désole un peu? Ouais. Puis tu sais, j'aimerais vraiment ça l'avoir souvent, ma copine en plus, puis je pense qu'elle aussi, c'est quelque chose qui la frustre. Ça Ah, doit. Elle me le dit souvent, hey, je trouve qu'on ne se voit pas assez souvent. Je lui dis, ouais. Moi C'est- aussi, mais je peux pas vraiment rien faire. tu sais. C'est quoi la distance entre vous deux en minutes ou en heures? Elle habite où, ta copine? À Valleyfield. Ah, ben, ça peut être un petit bout. Valleyfield, Ouais, là, avec c'est le bon. trafic, Oui, avec le trafic. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais Messenger est là, la technologie est là. Ouais, une chance. Puis vous parlez de quoi? C'est quoi vos choses en commun? De quoi vous aimez parler? Ben, nous autres, c'est vraiment au niveau de notre routine. On se dit, bon matin, ça va? Ouais, toi, ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas encore, toi. Tu sais, fait que c'est vraiment une communication, tu sais, que tu vois, de relations amoureuses. Fait que, tu sais, c'est un peu comme des personnes comme vous autres, tu sais. Tu sais, fait que c'est pareil. C'est similaire, mais pas ces mêmes sujets. C'est rassurant pour toi d'avoir quelqu'un avec qui partager ça, Ouais, autre que ouais. ta sœur, ta mère. Ouais. Ouais. T'aimes ça être en couple? Ouais. T'as l'air d'être un gars qui est content d'être en couple. C'est sûr que notre relation, j'ai trouvé ça dur au début. Je le cacherai pas. Mais ça finit par se replacer, puis je suis content. Puis moi, je pense que c'est une relation qui va durer pendant des années, je pense, d'après moi. Ben, c'est une question de communication aussi. Mhm. Si vous êtes capable de partager des choses, qu'est-ce que tu lui racontes? Vous vivez, parce que comme vous ne vous voyez pas souvent, vous vivez chacun des choses individuellement de votre côté. Puis vous vous racontez vos vies en fin de compte, tu sais. Ouais. Et ta vois-tu des fois un petit peu quand même? Ouais, des fois, on se parle sur Messenger en FaceTime, ou des fois, on s'écrit, tu sais. C'est ça. Ben, c'est super parce que la technologie est là, surtout là, avec le FaceTime, les Mhm. conversations vidéo. Mhm. Je suis content de savoir que tu es heureux en couple, William. Merci. Puis là, je sais que ton transport t'attend. Ah, hein? Fait qu'on va on va te laisser partir. Puis je vais poser des questions, si tu me le permets, à Marie-Ève. Faut savoir Bien parce sûr. que tu as un rôle à jouer là-dedans, Mhm. dans ces relations-là, pour que ça fonctionne, pour y arriver, parce que c'est super compliqué. Mais William, je te salue. Puis on Bye. fait une coupure. Moi, ce que j'aime du balado, un Oui. autre regard sur la différence, c'est qu'il n'y a pas de règles. Toi, il faut Non. que tu t'en ailles, tu t'en vas. Fallait que tu chantes tantôt, on t'a remis dedans. Tu nous as partagé vraiment des belles relations que tu as.
Il y en a eu des plus difficiles à l'école. Ben oui, Il y a ben eu oui. il y a celle avec ta sœur, ta mère. J'aurais aimé ça te parler encore plus longtemps, mais je te laisse aller. Puis j'espère te recroiser bientôt. Ben ouais. On fait une coupure, bang, Ah puis on ouais. reprend avec Marie-Ève, puis on fait une Parfait. conclusion. Merci, William. Super. Ouais. Merci, t'étais super. Yes. Attends, je vais te tasser ça, William. Ah, ben ouais. Marie-Ève Landreville, on a perdu un joueur. Oui. Là, les gens qui écoutent le balado sans l'image, ils vont peut-être avoir de la misère à suivre, mais c'est ce que je trouve beau de ce balado-là. Il est différent. Mhm. Donc, William est parti en transport adapté et tu me racontais pendant le 2 minutes hors, hors d'onde de balado qu'on a eu que ça t'arrive en thérapie aussi que ton client doive partir à cause du transport adapté. Oui, ça arrive que j'ai des clients qui viennent en transport adapté. J'en ai pas beaucoup. La plupart prennent un transport en commun. Mais ça arrive qu'ils reçoivent un appel, puis votre transport est arrivé ou ça sonne en bas à la clinique. Puis là, souvent, c'est moi qui y va parce que ça l'amène un stress pour la personne. Puis là, je dis, tu sais, pouvez-vous nous donner un petit peu de temps pour finir la séance? Puis, tu sais, la personne, elle paye pour ce service-là de thérapie. Mais là, si Ouais, ouais. le chauffeur arrive, disons, 15 minutes avant la fin de la séance, bien là, ça fait pas une grande rencontre thérapeutique, là. Puis ça fait surtout une rencontre stressante. La suivante qui arrive, tu dis mon transport Ouais. adapté, vas-tu venir interrompre encore les émotions que je suis en Mhm. train de livrer? Parce qu'il y a des gens qui te Exactement. parlent dans ces séances-là. Là. Oui, c'est ça. Puis les gens en ont besoin. Ils apprécient ce moment-là qui est quand même précieux, privilégié. Et là, des fois, c'est ça, c'est écourté un peu ou le transport vient les porter un peu en retard. Donc là, souvent, c'est que j'ai des gens qui demandent leur transport vraiment plus tôt. Donc, les gens arrivent 45, 60 minutes avant leur rendez-vous et là, ils attendent dans la salle d'attente. Fait que c'est une vie d'attente. Ouais. T'attends après quelque chose Ouais. arrive trop vite. Puis on peut se le dire, au niveau de ces services-là, c'est loin d'être parfait. Mais par contre, on va avoir un beau toit sur le stade olympique, un bel investissement. On investit toujours aux bonnes places. Oui, C'est mon petit 15 secondes d'éditorial, puis Uh-huh. j'applique ce même exemple-là à bien des affaires, Ouais. presque 1 milliard. Mais William a été vraiment fantastique. Oui. Toi, tu le connais. On va Oui, je revenir l'avais rencontré aux avant, relations ouais. interpersonnelles. C'est un bon exemple, William, qui a une blonde. Mhm. Pour avoir parlé à des parents et aussi à des jeunes sur le spectre de l'autisme, beaucoup veulent ça, une relation Mhm. amoureuse, Ouais. alors que d'autres en veulent vraiment pas, Vraiment pas, oui. qui se disent c'est trop, ça me semble trop compliqué, Mhm. trop de gestion. Mon Ouais. fils, c'est l'exemple de celui qui a eu une blonde pendant 1 an. Puis quand elle a décidé de le laisser, je l'aurais laissé moi aussi parce que je me disais, Seigneur qui n'est pas attentionné, mais c'est Mhm. pas de sa faute. Ouais. Alors qu'elle voulait quelque chose qu'elle ne pouvait pas obtenir. Mhm. Comment une relation amoureuse a plus ou moins de chances de fonctionner avec des personnes neuroatypiques que des personnes neurotypiques? Il y a quelque chose au départ à établir. Dans toutes les relations, tu sais, la communication est importante, l'écoute de l'autre. Bon, on sait que pour les personnes autistes, avec la théorie de l'esprit, ce qu'on sait, c'est que d'être à l'écoute des besoins de l'autre peut être plus difficile ou disons qu'il y a des obstacles supplémentaires. Bon. Ça ne veut pas dire que la relation amoureuse, elle n'est pas possible. Mais si on a une bonne communication, si on est capable, de part et d'autre, de bien nommer les choses, ça va permettre d'évoluer dans cette relation-là. Mais ça, c'est valide pour tout le monde aussi. Dans un couple, s'il y a un des deux partenaires qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas attentif aux besoins ou qui n'arrive pas à répondre aux demandes, règle générale, ça va pas loin ou il y en a un des deux qui est toujours insatisfait. Fait que je pense que quand on est dans un couple où il y a une personne autiste, il faut s'attendre à ce que l'autre personne augmente son niveau de connaissance au niveau de l'autisme pour qu'elle puisse comprendre certaines interactions. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, il y a des psychoéducateurs, des éducateurs, il y a des travailleurs sociaux qui se spécialisent un peu à ce niveau-là pour guider le couple de, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'autisme et que si je demande quelque chose à la personne, pas que c'est impossible, mais ça se fera pas naturellement. Mhm. Donc, est-ce qu'on veut forcer, entre guillemets, une espèce d'apprentissage de « sur ma to-do list, aujourd'hui, il faut que je dise à ma conjointe que je l'aime ». C'est un peu ça, parce que des fois, on a l'impression qu'ils se sont créés, certaines personnes, pas ils, mais certaines personnes se sont créées une image de ce que devrait être une relation amoureuse. Donc, si j'ai un amoureux ou une amoureuse,
on doit, par exemple, s'embrasser. Mhm. Si j'ai un amoureux, une amoureuse, je vais aller jusqu'à dire il doit me donner des fleurs. Tu sais, il y a une image pour certaines personnes Mhm. euh, et pour certaines personnes autistes, à mon avis, ça peut être pratiquement impossible d'être attentif aux besoins de l'autre aussi. Comment toi, t'interviens dans, quand on t'expose une relation comme ça? Tu dois le voir que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Oui, bien, tu sais, moi, je vois plus de couple en thérapie. Je fais plus de thérapie de couple. Fait que je vois les gens en individuel, Ouais. mais souvent, ils vont me rapporter des situations. Et là, on va décortiquer la situation ensemble. Donc, on va regarder, bon, c'est quoi le contexte? Dans quelle situation vous étiez? As-tu un exemple, mettons, concret, sans nommer, évidemment, Oui, de oui, personnes? sans Tu sais, nommer. juste, Ouais, c'est soit de ça. communication ou de besoin. Parce que moi, je me rappelle juste, pendant que tu cherches un exemple, mais, Mhm. de Benjamin, euh, euh, lui, son besoin, c'était d'avoir la paix, d'être tranquille. Ouais. puis sa blonde, elle, c'était d'avoir de l'attention. Mhm. Fait que, tu sais, à la base, On est- ils ont fait ça pendant 1 an, puis j'adorais cette fille à qui je parle encore des fois. Mhm. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, elle a quitté la relation. Ça a fait de la peine à peu de gens. Ils n'ont pas les mêmes ruptures amoureuses que Mhm. nous non plus, Ouais. dans certains cas. Dans Mhm. d'autres cas, oui, mais je me disais, si quelqu'un comme elle est arrivé en thérapie, puis elle avait dit, mon chum s'occupe pas de moi, puis là, elle t'explique un peu c'est quoi son profil, y a-tu quelque chose à faire ou c'est le mur inévitable, tu sais? Mais c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à faire, dans le sens qu'on peut amener la personne, tu sais, à s'outiller pour mieux reconnaître les besoins de l'autre. L'objectif, c'est d'outiller les deux aussi, tu sais, avoir la même méthode de communication. Tu sais, si je pense, par exemple, à des clients que j'ai, moi, j'en ai très peu, moi, qui ont choisi d'être en couple. J'en ai beaucoup qui Mhm. préfèrent être célibataires, qui trouvent ça, justement, trop compliqué, les relations, ou qui trouvent que c'est trop envahissant au niveau sensoriel. Mais Ah oui, il y a ça aussi, parce Il y que a- là, ben oui, ils n'ont ça, pas c'est tous un... les mêmes rigidités, là, mais... C'est ça. Fait que ça. Mais ça, c'est un autre balado, là. Ouais, ouais, c'est 8 balados, là. Ouais. Mais ce que je vois souvent, c'est par exemple, ben, tu sais, de dire, je voudrais qu'on se tienne la main, par exemple, quand on marche dehors dans la rue. Mais là, pour la personne, elle n'arrive pas à bien exprimer ce besoin-là, ou elle va l'exprimer, mais c'est comme si là, il faudrait que ce soit tout le temps. Donc là, elle a l'impression qu'il faut tout le temps que je tienne la main à l'autre. Fait que là, c'est comme si il se crée des fois des obligations ou des espèces de règles. Puis là, ben ça l'amène des frictions parce que là, ben tu veux tout le temps que je te tienne la main. Ben non, je veux pas tout le temps que tu me tiennes la main. Puis alors que si on revient à décortiquer la situation, ben j'aimerais ça qu'on se tienne la main quand on est en public. OK, bien là, on va le décortiquer. Est-ce que tu veux qu'on se tienne tout le temps la main, un peu la main, quand on marche sur le trottoir, quand on est dans le centre d'achat? Des fois, c'est qu'il faut vraiment aller à des micro-étapes pour bien se comprendre. Tu sais, puis là, ça, c'est juste, par exemple, une marque d'affection de se tenir la main. Quand on rentre dans la sexualité, là, il y a comme tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Et là, c'est de voir, bien, avec quoi je suis confortable dans la sexualité. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, les contextes dans lesquels c'est correct, c'est pas correct. Puis ce qu'on sait, c'est que, par exemple, chez les personnes autistes, dépendamment de la surcharge sensorielle, il y a des choses que je peux accepter une journée, mais que le lendemain, la surcharge sensorielle est trop grande, ça passera pas. Donc, dans la relation, il faut que les deux soient capables de reconnaître, de nommer. Et là, c'est la job de l'autre, un peu de décoder. Tu sais, comme tantôt, l'équipe a décodé que William avait besoin d'une pause. Oui, ben je l'avais décodé aussi, Oui, mais ben, c'est je ça. me suis dit, ça serait le fun d'y mettre un petit sujet plus joyeux. On va parler de sa petite sœur, mais Plume la Traverse Oui, a fait la job à ma place, puis c'était exact. correct. Mais c'est ça, c'est d'être capable de détecter ces éléments-là. Et quand on a une relation où on se connaît bien, l'autre va être capable de détecter que, aujourd'hui, c'est pas le temps pour aller à cet endroit-là, c'est pas le temps pour cette discussion-là, c'est pas le temps pour ce type de contact dans la sexualité. C'est un travail d'équipe, mais tu sais, c'est ça pour n'importe quelle relation de couple, mais encore plus avec une personne avec une différence. Mais là, on parle de personnes autistes en général, mais il y a clairement des personnes autistes qui peuvent communiquer entre elles, Oui. qui ont une facilité, ou en tout cas une plus grande facilité de dire les choses.
mais il y a toutes les autres personnes autistes, parce que le spectre est large, Oui. là, on va se le dire, mais dans ces personnes-là, à l'autre bout du spectre, disons ça comme ça, ou quelque part ailleurs, dans un cinéma près de chez vous, il y a eux aussi, des fois, veulent une relation amoureuse, mais ils n'ont pas ces aptitudes-là. Est-ce que ça les disqualifie de certaines relations? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, les relations. Est-ce que mon fils, par exemple, Mhm. lui, il n'en veut plus de blonde, tu sais? Mhm. Mais son ex, elle voulait encore un chum. Mhm. J'ai l'impression que des fois aussi, ça peut disqualifier certaines personnes ou demander, encore une fois, à l'entourage de devenir des gestionnaires de relations, ce qu'ont fait déjà beaucoup les parents avec Ouais. les amis de nos enfants différents. Mhm. Et j'ai eu l'impression aussi pendant un an que la mère de mon fils et moi-même, et les parents de sa copine à l'époque, on était indispensables à cette relation-là. Mhm. Donc, c'est pas une relation qui vit d'elle-même. Ouais. C'est une relation qui avait besoin d'un microcosme autour pour dire, ben grâce à nous, vous pouvez vivre ça. Mhm. Ça devient compliqué, les relations, dans ce temps-là? Oui, bien, puis c'est que ça développe pas leur autonomie non plus. Dans Non. le sens qu'ils sont... On veut les rendre autonomes. Notre objectif comme parents, c'est de rendre nos enfants autonomes. Donc, on Le veut plus les possible. rendre... Oui, c'est ça. On veut les rendre autonomes dans leur relation. Mais effectivement, c'est que moi, je le vois beaucoup de ce que ma clientèle me rapporte. Souvent, les parents sont très protecteurs. Les parents ont peur à cause qu'il y a une vulnérabilité qui est là. Puis, tu sais, les chiffres nous le disent. Les personnes avec une déficience intellectuelle ou les personnes autistes sont plus vulnérables, vont subir davantage d'agressions, de maltraitance. Mhm. Donc, tu sais, les chiffres sont là. Fait que c'est sûr que, comme parents, il y a une protection supplémentaire qui vient s'installer. Mais si on ne les rend pas autonomes, bien, ils ne pourront pas développer cette communication-là dans leur relation puis être capables d'avoir des relations satisfaisantes, des relations égalitaires. Alors, c'est dans le travail de la relation parent-enfant où on leur apprend à développer cette autonomie-là qu'ils vont être capables de transposer dans la relation de couple. Mais comme n'importe quel couple, ça arrive qu'il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de soutien ou d'accompagnement dans cette démarche-là. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes autistes vont faire beaucoup de camouflage, donc vont beaucoup imiter les comportements des autres. Ouais. Et ça, bien, ça peut faire en sorte que dans une relation de couple, je vais faire des choses que j'ai pas du tout envie de faire comme personne autiste, mais parce que les gens autour les font, je vais les faire. Et ça, c'est un travail que moi, je fais beaucoup en thérapie. T'en vois beaucoup de... Ah, j'en vois beaucoup. Toi, dès qu'ils racontent une histoire ou un truc vécu, tu vois tout de suite que ça Ouais. s'en va pas dans la bonne direction. Bien, c'est que la première question que je vais poser, c'est, bien, tu sais, toi, est-ce que tu avais envie de ça? Tu sais, puis j'ai plein de clients en tête que ils ont voulu être en couple. Puis est-ce que toi, tu avais envie d'être en couple? Bien, ah non, tu sais, Marie-Ève, j'en parle, puis j'ai du dégoût. Tu sais, je l'ai embrassé, l'autre personne, puis tu sais, j'avais envie de vomir. Puis moi, j'en veux pas de ça. OK, bien, explique-moi qu'est-ce qui t'a amené. Et là, on arrive à parler du camouflage, on arrive à parler de vouloir être comme les autres, tout le un monde. sentiment de normalité, je vais être comme tout le monde. Moi aussi, à Noël, je voudrais amener un chum, une blonde. Puis... Et là, on redonne le droit de, bien, t'es pas obligé d'avoir un ou une partenaire. C'est pas une obligation. OK, je vais quand même... C'est correct, tu sais, oui, c'est correct. Donc, de légitimer ces choses-là, de dire, mais t'es pas obligé d'être en couple. Et si t'es en couple, t'es pas obligé d'avoir de la sexualité. Ça, ça a l'air que t'es pas obligé, mais il y a bien du monde qui en veulent. Ouais. Mais toi, comment tu gères ça, justement, le côté de la sexualité dans ta clientèle au niveau de ton travail de sexologue? C'est-à-dire que William en parlait tantôt, il disait fallait quand même que j'apprenne comment on fait ça. Mhm. Tu sais, lui, il est en fauteuil roulant. Ouais. Tu sais, est-ce que tu vas jusqu'à, comment je dirais bien ça, donner une marche à suivre ou plus... Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut une sexualité, Mhm. qui a un handicap, puis qui a besoin d'aide. C'est quoi les outils que tu lui donnes? Bien, c'est sûr que si la personne, elle veut un peu comme, entre guillemets, une marche à suivre, ou elle veut savoir comment ça fonctionne, bien, on va partir de la base de l'éducation sexuelle. Fait que je vais aller voir, mais qu'est-ce que la personne est là comme connaissance? Mhm. Puis bon, souvent, cette partie-là, elle a été des fois faite à la maison, des fois un peu faite à l'école. Et on va reprendre à partir de là sur l'éducation sexuelle, on va reprendre sur les questions de la personne.
Et là, à partir du moment où elle veut avoir de la sexualité, bien, on va voir dans quelle mesure elle peut avoir de la sexualité de manière sécuritaire. S'il y a un handicap physique, bien, dans quelle mesure c'est possible physiquement. Comment on peut travailler à des mesures d'adaptation. Et Mais ça existe-tu des mesures d'adaptation? Parce que, tu sais, William n'a pas répondu à la question tantôt, puis Mhm, j'ai trouvé ça tellement euh, authentique de sa mhm. part. Bien, tout à fait, il a Moi, dans ma respecté liste, sa il y avait limite. cette question-là. Ouais. Je la trouvais intéressante, mais en même temps, Mhm. j'étais comme, c'était un peu intrusif. Ouais. Puis lui, il a tellement bien répondu. Je trouve que Mhm. c'est respecté, Ouais. mais malgré tout, on se demande, euh, on veut que ça fonctionne pour ces Ouais. personnes-là. C'est pas juste la curiosité, c'est que Mhm. on veut qu'ils soient... Ben, ça peut qu'il- faire partie de l'épanouissement. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'un handicap physique, ça peut complexifier la chose. Des fois, c'est qu'ils vont avoir besoin, tu sais, par exemple, tu sais, William, il disait que c'est sa mère qui le met dans le lit. Bon, ben, tu sais, s'ils veulent, par exemple, lui et sa copine, là, je dis cet exemple-là, mais par exemple, dormir ensemble, ben, ils vont avoir besoin d'aide pour s'installer dans le lit. Fait que c'est là où ils peuvent avoir besoin d'un certain soutien physique, mais après ça, tu sais, la personne peut se retirer, puis là, il peut se passer ce qui peut se passer. Mais c'est beaucoup dans l'éducation, dans sensibiliser tout au niveau de la vulnérabilité, encore plus aujourd'hui. Tu sais, William, il a une copine, il l'a rencontrée à l'école, tu sais, ils sont dans un bon contexte. Mais les gens qu'ils rencontrent sur Internet, bien là, ça, c'est autre chose. Toute la question de qu'est-ce que je veux dans cette relation-là, qu'est-ce que je partage avec l'inconnu qui se trouve devant moi, tu sais, dans une première rencontre. Fait que c'est très complexe pour les personnes qui veulent avoir une relation amoureuse, mais qui, des fois, n'ont pas les connaissances, n'ont pas eu l'éducation, donc sont en position de vulnérabilité. Puis moi, je le vois beaucoup parce qu'une grande partie de ma clientèle, c'est une clientèle qui a été victime d'agressions sexuelles. Ça, c'est tellement triste Ouais. parce que les personnes vulnérables, c'est des cibles faciles. Ouais. Mais bon, on ne s'étendra pas là-dessus. Mhm. C'est juste revenir aux relations en tant que telles entre personnes, la communication, les plus grands enjeux, là, dans le fond, là, intra-famille, mais aussi pour les amis. Tu sais, Mhm. à plusieurs reprises, j'ai dû, pas recadrer, mais expliquer à Benjamin que les relations... bon, il faut que tu réexpliques le concept de c'est un membre de ta famille, Mhm. c'est un ami, c'est un Mhm. inconnu. Ouais. Tu peux pas agir de la même façon avec chaque personne. Exactement. C'est beaucoup de répétitions et Ouais. c'est à redire et à redire. Mais ça, c'est la pyramide des relations. Exact. C'est une des choses qu'on va enseigner, qu'on utilise. Moi, je la fais souvent visuelle, avec des dessins pour aider la personne à se situer. Puis justement, quel contact, quel geste, quelle conversation je peux avoir avec un inconnu, avec une connaissance, avec un ami, avec un membre de la famille, tu sais. Et la répétition, de la répétition, de la répétition. C'est vraiment important, mais ça, c'est la base, cet apprentissage-là. Du moment que cet apprentissage-là est intégré, ça permet de naviguer un peu mieux dans les relations sociales. Mais c'est un peu comme télécharger un logiciel, dans le fond, parce que c'est à force de répéter, avec des repères visuels, Oui, pour finir par enseigner à nos enfants ou ou jeune adulte. ou jeunes adultes comment interagir. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être avec moi-même, avec Mhm. avec un parent proche. Des fois, Ouais. c'est de recentrer des choses. Mais moi, je trouve que le premier modèle, c'est avec les parents. Parce que c'est là où on est capable, comme parents, d'aller modeler des choses, d'aller donner les bons repères. Puis moi, je le fais aussi beaucoup en bureau privé. Des fois, on fait des pratiques avec les clients. OK, bien, par exemple, là, je dis, je vais jouer le rôle de ta mère. Et là, tu sais, le jeune m'arrive, puis il me dit quelque chose, puis là, je joue le rôle de sa mère, puis là, il me réplique. On se relance la balle comme ça, on fait le ping-pong de la communication. Souvent, le constat, c'est qu'ils me disent, mais tu la connais-tu, ma mère? Parce que tu réponds exactement comme elle me répondrait. Bien, avec tout ce que tu m'as donné, tu sais, je vois un peu comment ça se passe chez toi. Et là, on travaille. Bien, si toi, tu me dis ça, qu'est-ce que moi, tu penses que je pourrais te répondre? Et là, on travaille ces interactions-là. Ça arrive que j'ai les parents qui viennent dans le bureau. Puis là, Ça, j'allais dire, parce que si tu n'as pas les deux parties, c'est plus difficile. tu travailles sur un côté avec la Mhm. personne qui a une différence, mais tu n'as aucun contrôle sur
le parent ou Ouais. le frère, la sœur. Le conjoint, la conjointe. Exact. Oui, c'est sûr que c'est plus difficile, mais la personne, ça lui donne quand même des outils. On fait des pratiques, on fait des simulations. Puis, veut pas, ces outils-là, à force qu'on les pratique, à force qu'on les répète, ça devient plus naturel. Mais c'est sûr qu'au début, les premières fois qu'ils essayent des nouvelles façons de s'exprimer, c'est pas naturel. Mais plus ils apprennent à se connaître et ils apprennent à vraiment nommer qu'est-ce que je veux nommer, c'est vraiment exactement ça que je vais dire, mieux la communication se passe. Mais c'est un long travail, puis souvent, mais c'est la personne qui a la différence qui fait ce travail-là. Oui, effectivement, parce qu'on leur en demande énormément. Ouais. Juste mon fils Benjamin, à un moment donné, fallait que je lui apprenne à quitter la table avec un peu de respect. Tu sais, Mhm. puis ça devient comme un automatisme. Et, Ouais. on pourrait en parler pendant tellement longtemps. Merci d'avoir d'avoir fait partie du balado. Ben, ça me fait plaisir. On salue William au Oui, passage. oui, oui. On espère qu'il s'est bien rendu chez lui. Encore une fois, bravo pour ton parcours. Ben, merci beaucoup. C'est impressionnant, c'est inspirant, en fait. Et puis, il y a sûrement des choses à éviter dans des relations. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Mhm. Mais il faut garder en tête qu'il y a des psychothérapeutes qui existent. Mhm. Il y a des sexologues qui existent. Puis Oui. des fois, il faut aller chercher ces outils-là. Oui. On n'est pas toujours capable de régler les choses par nous-mêmes, peu importe, entre deux personnes neurotypiques. C'est la même chose. Oui. Puis c'est des gens comme toi qui viennent donner un support, des outils à ces gens-là pour avoir une vie fonctionnelle Mhm. et épanouissante dans nos relations. Oui. Merci beaucoup, Marie-Ève Landreville. Ben, ça me fait plaisir. Vox Pop. Quelle qualité les gens apprécient chez toi? Mon intelligence et je suis généreux et très respectueux. Parce que j'aime bien rendre service et partager mes sentiments avec mes amis. Quelle qualité les gens apprécient chez toi? Ma patience. Moi, j'aime être serviable puis aider les gens, aider les autres quand ils ont des problèmes. Sociale, drôle, parfaite. Que je sois serviable. Je suis serviable. J'aime rendre des services et je suis quelqu'un qui... C'est tout. Moi, c'est dur, celle-là. Je pense que je dirais le cœur et la générosité que je suis. Parce que je suis un homme sensible, toujours là pour aider tout le monde, puis toujours prêt à être là pour les autres. Je suis peut-être trop généreux aussi. C'est un défaut en même temps dans mon cas. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut te comprendre, ce serait quoi? De comprendre que je ne fais pas exprès pour être déconcentré. Moi, en tant que vivre avec trouble de l'autiste, je vis qu'un TDA qu'on appelle et avec un trouble d'apprentissage. Et je voudrais que les gens sachent que je ne fais pas exprès pour être déconcentré et être facilement distrait. Moi, je suis demi-trisomique et demi-normal. Et c'est avec mon handicap. De parler avec moi de mes passions comme la musique, le cinéma, les jeux vidéo. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut te comprendre, ce serait quoi? En fait, je le sais pas. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut te comprendre, ce serait quoi? Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions et je dirais aux gens qui me laissent le temps de parler et si c'est trop, de me le dire. Ne pas avoir peur de venir me parler, de juste, même pas regarder la différence, de venir juste m'approcher, puis tu vas voir que je vais ouvrir les bras comme je le fais naturellement.